Bienvenue à TRF Chronique, épisode 62. Aujourd'hui, on se penche sur le budget 2025 du Manitoba. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est bien plus que ça. On se pose la question, ce budget, c'est un plan bien ficelé, bien calculé, ou c'est un pari risqué? Parce que quand on regarde de plus près, ça a vraiment tout l'air d'une énorme partie de poker. Une partie où la mise, c'est carrément l'avenir économique et social de toute la province. Alors est-ce que le gouvernement a une main gagnante, ou est-ce qu'il est en train de bluffer? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et la partie commence fort. Première carte sur la table, un déficit annoncé de 794 millions de dollars. Oui, presque 800 millions dans le rouge. C'est le point de départ de toute cette histoire, c'est la somme que le Manitoba doit déjà, en quelque sorte, avant même de commencer à jouer. Ça veut dire qu'il va falloir à la fois combler ce trou et en même temps investir des sommes colossales. Un sacré numéro d'équilibriste en perspective. Bon, alors, c'est quoi la mise dans ce grand pari? Elle est simple en fait. Il s'agit de reconstruire le Manitoba. Le gouvernement ne se contente pas de colmater les brèches, non. Il décide de miser gros avec des investissements massifs dans des secteurs absolument cruciaux. Voyons un peu où va tout cet argent. Le message qui accompagne ce plan est très clair. Bâtir un Manitoba uni. L'idée, ce n'est pas juste de dépenser de l'argent, c'est de vendre une vision, un projet collectif pour renforcer les fondations de la province, pour créer un futur où tout le monde se sent inclus. C'est la grande promesse de ce budget. Et cette stratégie, elle s'appuie sur 4 grands piliers. Le premier, la priorité numéro 1, remettre sur pied le système de santé. Le deuxième, aider les gens à faire face au coût de la vie. Le troisième, évidemment, faire tourner l'économie et créer des emplois. Et enfin le quatrième, rendre les communautés plus sûres. On voit bien que c'est une approche qui veut toucher à tous les aspects de la vie des Manitobains. Et pour le premier pilier, la santé, on ne rigole pas. Le gouvernement met 770 millions de dollars de plus sur la table. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet argent n'est pas juste là pour maintenir le système en vie. Non, l'ambition, c'est de le transformer, de le moderniser en profondeur. Et cet argent, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier. Ça va se voir. On parle de la construction de nouvelles urgences, d'un centre d'excellence à Winnipeg, de la rénovation de l'hôpital pour enfants. Il y a même une unité d'IRM mobile qui va pouvoir se déplacer dans le Nord. L'objectif, c'est que les gens voient concrètement l'amélioration, qu'ils sentent que chaque dollar a un impact direct sur leur accès aux soins. Allez, on passe au pilier économique. Et là, attention, le chiffre est encore plus vertigineux. 3,7 milliards de dollars. C'est tout simplement le plus gros plan d'investissement en infrastructure de toute l'histoire du Manitoba. C'est la partie de la mise qui est censée rapporter gros, en créant de l'activité, des chantiers et des bons salaires. Et encore une fois, ces milliards se transforment en projets très stratégiques. On modernise Hydro-Manitoba pour que les factures d'électricité restent basses, on met un paquet d'argent dans les routes, on relance le port de Churchill, un projet clé, on se lance dans l'éolien main dans la main avec les Premières Nations, et on va même ouvrir une nouvelle mine d'or. Chaque projet est une pièce d'un grand puzzle pour dynamiser l'économie sur le long terme. Mais voilà, dans n'importe quelle partie de poker, il y a toujours un joker. Une carte imprévisible qui peut tout faire basculer. Pour le Manitoba, ce joker, c'est la menace de tarifs douaniers qui pourrait venir des États-Unis. C'est la variable que personne ne contrôle et qui pourrait faire dérailler le plus beau des plans. Cette petite phrase du ministre des Finances, Adrien Sala, est très parlante. En visant une seule personne, il dit clairement que le problème est politique, pas économique. C'est une façon de dire que ce n'est pas une fatalité. C'est une manière de préparer le terrain et de dire on est prêt à se défendre, mais on espère vraiment ne pas avoir à le faire. Et pour montrer qu'ils sont prêts, le gouvernement a un plan B. Un plan d'urgence. Des centaines de millions de dollars sont déjà mis de côté, au cas où, pour aider les entreprises, les agriculteurs, les travailleurs qui perdraient leur emploi et qui auraient besoin de se former à autre chose, et aussi pour soutenir les familles. C'est comme une police d'assurance, très, très chère, contre un risque majeur. Et là, on comprend l'ampleur du danger. Si tout va bien, sans tarif, l'économie du Manitoba devrait croître de 3,6%, ce qui est pas mal du tout. Mais si les tarifs de 25% tombent, on ne parle plus d'un simple ralentissement. On parle d'une chute brutale qui pourrait aller jusqu'à moins 3,8%. Ce serait un choc économique énorme, du même ordre que la crise de 2009. Ce joker pourrait non seulement effacer tous les gains, mais carrément faire perdre la partie. Ok, on a vu la mise, on a vu le joker, maintenant il est temps de regarder les cotes. Autrement dit, quelle est la vraie situation financière de la province? Est-ce que le Manitoba a les reins assez solides pour tenir un pari aussi audacieux, surtout avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Le chemin tracé par le gouvernement est clair. On part d'un déficit énorme de 1,2 milliard et le but, c'est de le réduire petit à petit chaque année pour arriver peut-être à un léger surplus en 2027-2028. Le plan est là, noir sur blanc, mais la pente est vraiment raide. Le moindre coup de vent économique pourrait tout compliquer.
Pour bien saisir le risque, il faut comprendre un petit concept économique, le ratio dette nette sur PIB. C'est un peu le thermomètre de la santé financière d'une province. Ça compare simplement tout ce que la province doit, sa dette, à toute la richesse qu'elle produit en un an, son PIB. Et plus ce chiffre est haut, plus les marchés financiers s'inquiètent. Et voilà le chiffre à retenir, 37,1%. C'est le pic que ce ratio devrait atteindre en 2026-27. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que même si le déficit annuel baisse, la dette totale, elle, continue de grimper plus vite que l'économie pendant encore quelques années. Et tout le pari du gouvernement est là. Il mise sur le fait que les investissements d'aujourd'hui vont tellement relancer l'économie que le PIB va finir par grandir plus vite que la dette et que ce fameux ratio va enfin se mettre à baisser. C'est un pari sur l'avenir. Mais au fond, toute cette histoire de paris, de chiffres, de graphiques, ce n'est pas une abstraction. L'enjeu final, c'est l'impact que tout ça aura sur la vie des gens. Alors, dans cette stratégie audacieuse, qui risque de gagner et qui risque de perdre? Une chose est sûre, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration. Cette image d'une poignée de main, elle symbolise de nouveaux partenariats. Par exemple, un nouveau mode de financement pour les municipalités, des projets économiques montés avec les Premières Nations. L'idée, c'est que la richesse doit se construire à la base, pas seulement venir d'en haut. Mais sur le terrain, les réactions sont prudentes. Cette citation du réseau de développement économique communautaire résume assez bien l'ambiance générale. C'est un optimisme prudent. On est content de la direction prise, mais on trouve que les investissements, même s'ils sont là, restent un peu timides face à l'énormité des besoins. Et il y a des voix qui sont beaucoup plus critiques. Des groupes comme Make Poverty History ou la Coalition pour le droit au logement trouvent que ce budget manque carrément d'audace. Pour eux, malgré les milliards qui sont dépensés, on ne s'attaque pas vraiment aux racines des problèmes de pauvreté ou à la crise du logement. Et c'est ça, l'enjeu. Les priorités du gouvernement ne sont pas forcément les mêmes que celles de tout le monde. D'ailleurs, l'impact de ce budget n'est pas le même pour tous. D'un côté, on a un gagnant clair, la communauté francophone, qui reçoit 1,3 million de plus pour améliorer les services en français. Mais de l'autre, pour les Premières Nations, il y a une grosse incertitude qui plane. Des doutes sur de futurs paiements fédéraux pourraient mettre un frein aux efforts de réconciliation, un dossier pourtant absolument essentiel pour la province. Donc, pour résumer, on a un plan ambitieux avec 4 piliers solides pour reconstruire le Manitoba. La vision est là. Mais cette vision, elle se confronte à une réalité beaucoup plus compliquée. Une dette qui continue de monter, des menaces commerciales qui viennent de l'extérieur et des besoins sociaux énormes qui ne sont pas tous satisfaits. Et tout ça nous ramène à notre question du début. Le gouvernement a misé gros. Est-ce que ce sera un coup de maître qui va amener la prospérité ou est-ce que c'est un risque beaucoup trop élevé dans le climat économique mondial actuel? Mais au fond, on peut se poser une autre question. Dans un monde aussi incertain, est-ce que le plus grand risque, ce n'était pas de ne rien parier du tout? La réponse, on l'aura dans les mois et les années qui viennent.